Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Vous Émilie êtes Tarabant. climatologue, ancien expert du GIEC, le groupement d'experts internationaux sur le climat. Vous avez déjà fait 17 sommets sur l'urgence climatique partout dans le monde. Vous allez assister à votre 18e sommet en allant à la COP24 qui a commencé hier en Pologne. Comment est-ce que vous abordez ce rendez-vous, Jean Jouzel? Est-ce que vous arrivez à rester optimiste? Non, franchement, autant j'étais optimiste après l'accord de Paris, je l'ai dit et redit. En 2015. En 2015, voilà, autant l'accord de Paris a été un succès par son universalité. Et en fait, le retrait des États-Unis, en particulier au niveau international, le retrait annoncé de peut-être du Brésil, l'Australie qui fait aussi quelques difficultés, tout cela ne nous met pas dans une dynamique vertueuse, je dirais, alors que c'est ce qu'il faudrait. Si on veut réussir la lutte contre le réchauffement climatique, il faut tout le monde s'y mette, tous les secteurs d'activité, tous les citoyens de cette planète. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à être un peu pessimiste. Sur les 196 pays attendus, seulement une vingtaine de chefs de gouvernement et pas des grandes puissances ont été présents. Pourquoi ce manque d'intérêt, alors qu'on sait l'extrême urgence de la situation? Oui, l'urgence reste là. D'ailleurs, ça va être au cœur de cette conférence, puisqu'on présente mes collègues experts du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, par exemple, a présenté le rapport 1.5 qui nous rappelle l'urgence, justement, l'urgence d'agir, les difficultés, si on va au-delà de 2 degrés, les difficultés vont s'accumuler. Et alors, pourquoi les chefs d'État ne sont pas là? Eh bien, alors, c'est aussi une conférence la plus importante après celle de Paris, Marrakech, Bonn, n'étaient pas forcément des conférences dont on entendait beaucoup. Ici, c'est une conférence avec vraiment une connotation politique forte, des discussions. On voit bien que les discussions doivent repartir pour, si possible, remonter les engagements de l'accord de Paris à la hausse. Eh bien, effectivement, il n'y a personne et c'est d'une certaine façon très triste alors que le problème est vraiment là. Alors justement, ce sont les propos extrêmement alarmants qu'a tenu ce matin le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la COP24. On l'écoute. Climate change is running faster than we are. And we must catch up sooner rather than later before it is too late. For many people, regions, even countries, this is already a matter of life or death. Voilà, c'est une histoire de vie ou de mort, dit-il. Oui, c'est surtout une histoire de développement de nos civilisations. La première conséquence du réchauffement climatique, si on prend, disons, l'ensemble des impacts, non pas un par un, mais disons collectivement, eh bien, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Et c'est ça le vrai problème. Entre pays, il y a des pays plus vulnérables, souvent les pays pauvres, et qui n'ont pas beaucoup contribué à l'augmentation de l'effet de serre. Mais même dans un pays comme le nôtre, eh bien, ce sont les couches les plus pauvres de la population, les moins aisées en tout cas, qui sont les plus sensibles par rapport à un réchauffement climatique. On va regarder justement les conséquences que pourrait avoir ce réchauffement climatique si on ne change rien. On va regarder une carte de France à 40 ans, un tout petit peu plus de 40 ans, et on va voir une progression des températures qui est vraiment stupéfiante. Là, on se trouve en hiver, on a en moyenne plus 4 degrés, 3,5 degrés de plus en Île-de-France, 4,2 degrés en moyenne en Midi-Pyrénées. Et alors, si on regarde l'été, là, la température explose, près de 7 degrés de plus en moyenne en Midi-Pyrénées, 5 degrés de plus en Bretagne. En gros, si on ne fait rien pour enrayer cette évolution, la canicule de 2003 pourrait quasiment devenir la norme. Oui, mais c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on répète, c'est ça le problème, c'est ce qu'on répète depuis pratiquement 30 ans. En gros, nous sommes sur une trajectoire d'évolution du climat qui est vraiment celle que nous envisagions collectivement, mes collègues, moi-même, et collectivement, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, une élévation des températures de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes. Et c'est cela que nous vivons, et c'est aussi pour cela qu'il faut prendre au sérieux ce que dit notre communauté à horizon 2050 et au-delà. C'est vraiment, je crois que nous avons une crédibilité très forte à travers ce que l'on vit aujourd'hui. Et alors, vous parlez de ce que l'on vit déjà aujourd'hui. On va regarder aussi l'évolution de la banquise dans l'Arctique. Et alors là aussi, c'est absolument stupéfiant. Voilà, on voit sur un an la fonte des glaces de la banquise qui diminue quasiment, quasiment de moitié. Oui, ça peut avoir des conséquences sur la planète. Oui, ce qui est important, ce sont l'évolution à la fois d'été, l'évolution d'hiver. En fait, la banquise diminue l'hiver légèrement, mais diminue aussi l'été. Et par exemple, dans le cas d'un réchauffement climatique
disons, d'1 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, eh bien, pratiquement, l'Arctique serait libre une fois tous les 10 ans, complètement libre à la fin de l'été, pas l'hiver, évidemment. Mmh. Donc, ces variations, c'est effectivement... disons, les sentinelles du climat, ces régions de l'Arctique, qui se réchauffent 2 fois plus vite que la température moyenne de la planète. Il y a des mécanismes d'amplification. Justement, le fait que cette banquise diminue, les surfaces enneigées également diminuent, on remplace des surfaces réfléchissantes par des surfaces absorbantes et ça joue dans cette amplification. Et là, on parle des effets et de l'impact sur la nature, mais à long terme, il va y avoir des impacts très concrets aussi sur les morts, sur le nombre de décès. Oui, moi, enfin, les chiffres, par exemple, pour l'Europe. Si on regarde l'Europe, actuellement, on a 3000 décès, 3000 victimes en moyenne des événements climatiques. Chaque année ? Chaque année, 2003 étant exceptionnel avec 75 000 morts, mais on pourrait passer à 150 000 victimes pour l'Europe à horizon au-delà de 2050. Ça pourrait être multiplié par 50 le nombre de morts. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, on dit qu'il faut accélérer la cadence, mais vous le disiez vous-même, les États-Unis ont décidé de sortir des accords de Paris. Le Brésil n'acceptera finalement pas d'accueillir la prochaine conférence pour le climat. Est-ce qu'on peut faire sans eux ? On n'a pas le choix, mais non, je pense qu'il faudrait au contraire que les États-Unis reviennent dans le jeu, parce que même économiquement pour leur pays, je crois que c'est une erreur que de quitter l'accord de Paris, c'est de même pour le Brésil, mais disons, en gros, par rapport à un climat limité à 2 degrés, l'accord de Paris ne fait faire qu'un tiers du chemin. Donc il faut en remonter l'ambition, et c'est un des objectifs de cette COP de commencer à discuter de cette ambition. Et quand on parle de 1,5 degré, c'est ce que demandaient les experts du GIEC. Voilà, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de raisons pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Eh bien, là, on ne fait qu'un cinquième du chemin dans l'accord de Paris. Est-ce que les marches solidaires, citoyennes, que l'on voit de plus en plus pour le climat, il y en a prévues à nouveau de grandes marches pour la journée pour le climat ce week-end, exactement. Est-ce que ça peut aussi faire peut-être bouger les mentalités? Oui, je ne sais pas comment on peut faire prendre. Moi-même, je suis scientifique, j'essaye de témoigner. Je suis ici enfin, je le fais depuis assez longtemps, mais c'est vrai qu'il faut aussi un soutien très large des populations. Il faut une adhésion. On peut parler de ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Avec les gilets jaunes, bien sûr. On voit bien que c'est compliqué de faire bouger aussi les habitudes. Oui, c'est compliqué. Il faudrait vraiment un accompagnement social de cette transition, mais elle est absolument nécessaire. Ne serait-ce que pour respecter la loi sur la transition énergétique qui a été votée par la quasi-unanimité. Vous parlez d'accompagnement social. Est-ce que l'État en fait assez ? Je parle notamment aux personnes qui aimeraient prendre des transports en commun, mais il n'y en a pas près de chez eux. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est l'État qui doit décider des transports en commun ? C'est pour ça, c'est un point. L'État a fait la loi, l'État peut aider, mais aussi il y a un rôle des collectivités régionales, des collectivités locales. Tous les élus doivent aussi prendre, disons, ce problème de la lutte contre le réchauffement climatique à bras-le-corps. Il y en a qui le font, d'ailleurs, je ne sais absolument pas. Mais c'est vrai que c'est là que ça se passe. Ça se passe dans les territoires aussi, bien sûr. Et vous avez des propositions quand même très concrètes. Des solutions scandaleusement simples, si je reprends le sous-titre de votre livre que l'on voit à l'écran, pour éviter le chaos climatique et financier, écrit évidemment avec Pierre Larouturou. Vous proposez la création d'une banque européenne d'investissement pour le climat. L'idée serait de mieux accompagner les particuliers, les entreprises. Alors concrètement, comment ? Disons, le constat est clair. Si on veut réussir cette transition disons, énergétique en premier lieu, mais aussi on peut voir ce qui se passe du côté des émissions liées à l'agriculture, eh bien, il faut absolument investir de façon massive. Et on n'a pas les moyens de cet investissement. Donc, les moyens de cet investissement pourraient être, disons, mis à travers une banque européenne du climat, qui serait une filiale de la Banque européenne d'investissement. Il faudrait en gros les évaluations qui concordent sont 1 000 milliards chaque année au niveau au niveau de l'Europe. Et concrètement, ça se traduirait comment pour nous, citoyens ? Concrètement, ça se traduirait par 2% de supplémentaires, par 45 milliards mis, par exemple, à disposition. Des prêts à taux zéro ? Non, des prêts à taux zéro, effectivement, remboursables. Donc, c'est vraiment une banque, mais des prêts à taux zéro qui aident. Et puis aussi, on voudrait un véritable budget européen qui, effectivement, lui permet de contribuer. Et tout cela, c'est créateur d'emplois. C'est ça qu'il faut voir. 600 à 900 000 emplois créés en France à horizon 2050. Et voilà, donc sauver la planète, ça permet aussi de sauver l'économie. Merci à vous. Merci Jean Zouzel d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les manifestations de ce week-end et la sortie de crise par le gouvernement.